Cette semaine, on reçoit l'employé du Carrefour Jeunesse Emploi, Martin Desrochers, qui est travailleur de milieu au Carrefour Jeunesse Emploi, comme je viens de le mentionner, qui travaille beaucoup dans l'itinérance et d'autres problématiques sociales ici au Témiscamingue, des problématiques qui ont explosé ces dernières années. Bonjour Martin. Bonjour Colin. Martin, est-ce que tu peux me parler brièvement de ton parcours? Comment est-ce que tu en es rendu là à être travailleur de milieu ici au Témiscamingue? Eh, mon Dieu, c'est un parcours atypique. Je suis quelqu'un qui a œuvré dans le domaine de la boucherie pendant 32 ans. Donc, j'ai eu ma business pendant 20 ans. Donc, notre commerce de boucherie pendant 20 ans. J'ai été, par contre, famille d'accueil. Je travaillais beaucoup en lien avec la protection de la jeunesse, père aidant, les jeunes en difficulté. J'ai été animateur scout 9 ans. On était famille d'accueil 20 ans. Donc, pour moi, ça a toujours été... l'exclusion sociale m'a toujours vraiment dérangé. Donc, j'ai essayé de faire ma part. J'avais essayé par le passé de devenir travailleur de milieu. Faut croire que les étoiles n'étaient pas alignées pour que ça se passe. Mais il y a 2 ans, j'ai eu la chance de postuler, puis... je suis là depuis, puis je vis le rêve. Ah oui, t'aimes beaucoup ça? J'adore ce que je fais. Parfait. T'es beaucoup impliqué dans les enjeux sociaux ici au Témiscamingue. Qu'est-ce que tu observes là, en général? Après ça, on va y aller plus précis, mais en général, qu'est-ce que tu observes ici pour le Témiscamingue, les enjeux sociaux qui ont explosé là, ces dernières années? Écoute, l'itinérance a fait un bond de 112 % au Québec dans les dernières années. C'est immense. Je me rends compte qu'on a de plus en plus une visibilité sur ce problème-là. On a beaucoup de problèmes avec notre jeunesse qui est pas nécessairement tout le temps occupée non plus. On manque de solutions, je pense, pour occuper nos gens parce que c'est moi ce que j'observe, c'est que c'est souvent la source du problème. Quand on est dans une situation qui est précaire puis qu'on n'a rien à faire de nos journées, s'enchaîne un paquet de problématiques là, qui viennent avec ça. On se tourne vers des solutions ou des gagne-temps, là, je peux le dire comme ça. Oui, puis des fois, ça nous laisse le temps de penser à des mauvais coups. Tu sais. Je me mets à la place de quelqu'un qui est en vacances puis qui se dit j'ai rien à faire de la journée, je prends ça mollo. Souvent, la consommation d'alcool va pas être la même qu'en temps normal. Donc, tu sais, c'est un phénomène qui s'accentue quand on est isolé un peu puis qu'on n'a pas grand-chose à faire. Martin, ça fait 2 ans que tu es travailleur de milieu, tu viens de le mentionner. Est-ce qu'il y a des enjeux qui ont évolué avec le temps ou est-ce que tu as un certain changement depuis 2 ans comparé à aujourd'hui? Oui, un gros changement. Je dirais quand je suis arrivé, mais c'est aussi le fait, je pense, de commencer à être plus présent au cœur des familles. Les différentes familles ou les différentes problématiques. Les différents gens, exactement. Puis, tu sais, c'est souvent, à la blague, on va faire, c'est une communauté fermée, mais quand on vient à bout d'apporter un peu de soutien ou de l'aide à quelqu'un, ou en tout cas d'aiguiller un petit peu sa vie puis que ça fonctionne, ça fait souvent boule de neige au sein de cette communauté-là qui sont en marge. Puis là, ils se disent, hey, écoute, ça a marché pour lui, peut-être que... Et là, tranquillement, on rentre plus dans la vie des gens. Puis en rentrant dans la vie des gens, on se rend compte que c'est vraiment pas chic là, tout le temps. Là. On a des gens qui vivent de la solitude extrême, de la pauvreté extrême, de l'exclusion sociale. C'est une des choses, je trouve, qui est la plus présente, qui est la plus montante aussi, malheureusement. Là. C'est ça qui a changé depuis les 2 dernières années. Tu trouves que c'est ça qui a explosé? Oui, on a, ben, tu sais, parce qu'il y a l'itinérance, bien entendu, qui a explosé puis qui est maintenant visible, mais l'exclusion sociale des gens qui... c'est pas tout le monde qui sont à l'aise d'aller vers une banque alimentaire, d'aller demander de l'aide puis de dire, écoute, là, ça va plus, là, il y a plus rien qui arrive. Des gens qui ont plus les moyens de payer leur loyer, tu sais. On a des gens qui nous disent, je reçois 900 $ par mois, mon loyer est de 1000 $ par mois. On n'a pas d'épicerie, on n'a pas d'essence, on n'a pas... Donc, c'est simplement pour le loyer. Là. Simplement pour le loyer. Donc, tu sais, on régresse malheureusement avec ces gens-là. Puis là, c'est en tant que société, mais moi, ce qui me tient à cœur, c'est je pense qu'on a notre part à faire là-dedans. Tu sais, on est toute une société, puis je crois pas qu'il y ait un Témiscamien de plus important qu'un autre.
Moi, ma vision à moi, c'est qu'on est tous des êtres humains, on est tous supposés d'être égaux. Tu sais, il y en a souvent qui disent moi, j'ai travaillé pour ce que j'ai, ils ont juste à faire la même chose. Écoute, on part pas tous de la même place, on part pas tous avec les mêmes problématiques. Fait que oui, on en est là, malheureusement. Martin, selon toi, c'est quelles les populations qui sont les plus vulnérables ici au Témiscamingue? De ce que tu as observé? Là? De ce que j'ai observé, c'est les personnes qui souffrent de pauvreté, premièrement. On se disait tantôt, micro fermé, quand on a 900 $ pour faire le mois, mais que notre loyer est 1000 $, on est mal parti. En partant, là, il y a un manque à gagner qui est pas toujours évident. On comprend aussi des locataires qui, eux, mais souvent, c'est une clientèle où ils vont avoir plus de difficultés à se faire payer à cause des enjeux sociaux que ces personnes-là vivent. Donc, sont un petit peu réfractaires à ça. Il faut les comprendre. Mais en même temps, d'un autre côté, c'est un problème de société auquel... Question de balance, là, je comprends bien. Absolument. Faut balancer avec les propriétaires, mais les locataires aussi, puis essayer de trouver la ligne. Là. La ligne est très fine. De trouver la ligne, puis j'en reviens à dire, encore une fois, si on prend quelqu'un qui est toujours... exclu un petit peu de ce qui peut se faire en société, qui n'a pas les moyens d'avoir un auto, qui n'a pas les moyens, souvent, ça va les couper d'un travail possible. Ça va les couper de plein de choses qui font que ils ont beaucoup trop de temps sur leurs mains à graviter autour de ces problèmes-là. Puis des fois, ça l'aide pas. Là. Ça fait dégénérer un petit peu le problème. Bien, c'est un cercle vicieux. Absolument. Puis il faut essayer de sortir le plus de monde de ce cercle-là. Oui, de se donner des outils, en tout cas, pour avoir les moyens de le faire. Est-ce que tu pourrais me dire s'il y a des problématiques qui sont propres aux régions comme le Témiscamingue ou c'est plus comme, exemple, les régions éloignées, tout le monde a un peu ces mêmes problématiques-là, de ce que tu as observé ou les études? De ce que je parle avec mes collègues qui sont en région ailleurs dans le Québec, on a des problématiques qui se ressemblent beaucoup. Nous, ce qu'on a de particulier au Témiscamingue, c'est d'avoir des municipalités qui sont frontalières. Donc, on est la porte d'entrée pour se rendre en Ontario. On est aussi la porte vers Val-d'Or, par en arrière, par Rouanaoué. On a des chemins un peu partout. Donc, tu sais, on a un terrain qui est quand même fertile pour des activités qui ne sont pas toutes régies par le ministère du Revenu, si on veut. Ça, c'est un enjeu qu'on a vraiment, qui est réel là, à notre réalité là, démographique. À quel point les enjeux de santé mentale et à quel point tu les traites en tant que travailleur de milieu, à quel point c'est présent dans ton travail à toi? C'est ultra présent, malheureusement. Premièrement, nous, on ne traite rien. Nous, notre travail en tant que travailleur de milieu, c'est de prendre ces gens-là puis les apporter vers des services. Parce que souvent, ces gens-là ne veulent plus de ces services-là. Se sont sentis jugés, ont vécu une mauvaise expérience, souvent n'ont plus de carte d'assurance maladie, n'ont plus d'identité. Nous, notre travail, c'est de les prendre et de dire, écoute, il en existe des services. Viens, je vais aller te faire rencontrer une telle personne. On a même une clinique mobile maintenant au Témiscamingue en collaboration avec le CICET. Donc, on a une infirmière qui est avec nous, un travailleur de milieu, une intervenante en dépendance, une intervenante au niveau de la SQ. Quand même. Donc, tu sais, on se déplace sur le territoire pour aller rapporter ces gens-là puis dire, écoute, OK, peut-être que ça va pas bien, mais peut-être qu'il y a une solution. Et les apporter à dire, est-ce qu'on peut essayer de te soigner? Puis oui, heureusement, beaucoup de ces gens-là, puis c'est le début habituellement d'un changement. Quand une personne qui a un enjeu de santé mentale non traité et qu'il commence à être traité, bien souvent, on part de là pour l'avenir. Parlons-en de certaines solutions que tu as toi-même appliquées. Quand je parle, personnellement, j'ai couvert ça l'été dernier, c'était le jardin communautaire à Lorrainville. Écoutez, ça a fait beaucoup de bruit, beaucoup de couverture médiatique. Les gens ont semblé vraiment se rallier autour du projet. Est-ce que tu peux me parler de l'idée, comment ça s'est formé, puis à quel point tu as mis des heures et des heures de ton travail là-dedans, ce projet-là, en collaboration avec des personnes? Oui, en collaboration, parce que je dirais que l'idée, j'aimerais tellement dire que l'idée venait de moi, parce que c'est tellement une belle idée, mais l'idée venait d'un producteur bovin au Témiscamingue, M. Sylvain Bérard. Il n'aime pas qu'on le nomme, mais
on peut pas passer sous le silence tout ce qu'il a fait. Puis il me disait, Martin, tu sais, c'est quelqu'un qui est déjà impliqué auprès des personnes défavorisées, qui donne de son temps, qui donne de la bouffe, qui donne... Et là, il me disait, tu travailles dans le travail de milieu, tu es plus proche d'eux autres. Ça ressemble à quoi les problématiques? Et là, on s'assisait autour d'un café pour essayer de dire, écoute, oui, on a ces problématiques-là. Et là, on fait toujours le saut la première fois qu'on apprend que c'est si décousu que ça, malheureusement. Puis là, il disait, ben écoute, on va se faire un jardin, un gros jardin. Puis là, on va avoir des légumes à leur donner, on va avoir des patates à leur donner. Tu sais, au moins, cette boîte-là, on serait capable de les nourrir. Toi, tu connais les gens dans la rue, tu pourrais aller leur porter. Mais là, c'est là qu'on s'est mis à parler. Puis je disais, mais écoute, pourquoi ça ne leur appartiendrait pas à eux? Si on les sort de la rue pour les apporter dans un jardin, dans un milieu qui est amical, dans un milieu où il y a des bénévoles qui sont là, où il y a des gens qui se déplacent pour eux autres et où ils peuvent, premièrement, occuper leur journée, avoir un bon repas, rire, s'amuser, apprendre quelque chose, parce qu'il y en a qui n'avaient jamais jardiné de leur vie, donc... Puis avoir une propriété, tu sais, ça reste que le jardin... j'imagine qu'il y a des gens qui se sentaient que c'était à eux, puis ça leur donnait un sentiment d'appartenance fort, là. Absolument, c'est à eux le jardin. Tu sais, tous les participants qui venaient travailler au jardin pouvaient manger ce qu'ils voulaient dans le jardin, là. C'était leur jardin. Ils récupéraient on récupérait les produits, puis on allait les vendre. Donc, on avait des kiosques à Ville-Marie, on avait des kiosques... Et puis... Tu sais, là, de les voir bien habillés, de les voir contents d'aller gênés, angoissés un peu dans les premières ventes, de dire « Hey, le monde va être au rendez-vous? Est-ce que les gens vont venir nous en acheter? Est-ce que... » Écoute, de voir ça, c'était phénoménal. La semaine d'après, on avait hâte à la vente. Parce que là, il était prêt. Là, on a ça. J'ai parlé à un monsieur qui attend tant. Là, on avait tant de paniers de fèves de placer pour ce monsieur-là. L'autre madame nous a demandé. Donc, tu sais, là... Puis c'est de la gestion aussi de l'organisation. C'est beaucoup de gestion, beaucoup d'organisation. Puis on a essayé vraiment fort et on essaie encore, parce que j'ai le bonheur de dire qu'on fait encore le jardin cette année et qu'on a encore un très grand nombre record de participants. On essaie que cette gestion-là leur appartienne un peu. Donc, c'est pas une question de dire « Nous, on va gérer le jardin, là, puis voilà, je te donne une carte cadeau pour les heures que tu as faites. » C'est pas ça du tout. C'est de la semence à comment on place les choses au jardin, à qu'est-ce qu'on va avoir dans nos points de vente, à aller à quelle forme les paniers vont avoir, quel prix. Donc, c'est eux qui ont fait les recherches sur Internet pour aller savoir. Tu sais, on leur prêtait le téléphone, puis là, il allait vérifier. Ça vaut tant, telle chose bio. Fait que là, on vend ça à combien? On vend ça à combien? C'est tous eux qui ont décidé. Puis ça, c'est la beauté du jardin. Puis pour les gens qui sont jamais allés aussi, je tiens à préciser que le jardin, c'est quand même pas un petit jardin, là. C'est une méchante grosse terre, là. L'an passé, on avait 5 acres de jardin. Là, on s'est rendu compte que 5 acres, ça avait été très laborieux. Cette année, on a diminué à 3 acres, mais c'est encore 3 acres de jardin qui est plein mur à mur. Fait que c'est un très gros jardin. Pour vous donner une idée de grandeur, on avait 2800 livres de patates l'an passé qu'on a récoltées. Donc, il s'en est mangé des patates dans les maisons où les gens étaient en situation de vulnérabilité. Là, on a livré des patates tout l'hiver et on en livre encore. Wow. On a fourni à la banque alimentaire. On a... puis tous ces gens-là, ce que je trouvais de valorisant, c'est que cet hiver, quand ils me disaient « Écoute, c'est serré, j'ai plus grand-chose », puis que je leur apportais leurs patates et des dépannages, ils me disaient merci, mais je disais pourquoi tu me dis merci? C'est à toi. Ouais, c'est ça. C'est tes patates, c'est toi. Moi, je fais juste les livrer aujourd'hui parce que je passe ici. Ça, ce sentiment de fierté-là, là, pour eux, là, c'est ce qui a fait la beauté du jardin. C'est ce qui fait qu'on a quand même 3 personnes en situation d'itinérance l'an passé qui ne le sont plus. Et on a passé le cap des 1 an. Donc, on a des personnes qui étaient à la rue depuis déjà des années, qui aujourd'hui vivent en appartement, en maison de chambre, qui payent leur loyer à tous les mois. On en a un qui récupère son travail avec cette leçon, avec un... Écoute, c'est la plus grosse des victoires. C'est un miracle en soi de voir que c'était beaucoup plus que des patates qu'on faisait pousser. Exactement. C'est beaucoup plus que des patates qu'on faisait pousser. Continuons avec tes projets, Martin. Tu as également fondé, là, je sais pas
En collaboration avec qui? Mais je pense que c'était ton idée cette fois-là. Le club de boxe Témis qui fait sensation. Je peux le dire comme ça, fait sensation sur les réseaux. Ça fait sensation encore une fois dans les médias. Comment c'est venu cette idée-là? Puis je veux dire, comment est-ce que ça a pris cette ampleur-là? Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes inscrits, là. On a 64 membres cette année qui sont inscrits à Boxe Témis. On fait de la compétition. On est allé à Sudbury, on est allé à Montréal, on est allé écoute, un peu partout. C'est phénoménal de voir que c'est parti d'un groupe de 8 jeunes où il existait une problématique. Ces jeunes-là avaient trop de temps sur leurs mains, puis trop d'énergie, puis s'étaient organisé une espèce de fight club. Puis là, moi, j'avais dit, parce que naïvement, je croyais que de fonder un club de boxe, c'était comme ça. C'est une autre histoire. Mais une chance que je le savais pas à quel point ça aurait été laborieux, parce que sinon, je suis pas sûr que Boxe Témis aurait vu le jour. Devant l'ampleur de tout ça, j'aurais fait « Oh, ça me tente-tu vraiment d'embarquer là-dedans? » Parce que moi, de faire des papiers, puis les patrons au bureau pourront te le dire, je fais des boutons quand c'est le temps de faire de la paperasse. Puis là, j'en ai fait de la paperasse. Mais c'est parti d'un besoin, finalement, et ces jeunes-là se sont impliqués à fond. Nos membres fondateurs se sont impliqués à fond. On a fondé ça. Après ça, on a ouvert un peu au public parce qu'on voulait avoir d'autres jeunes. On voulait avoir des jeunes, leur donner un endroit sécuritaire pour être capable de pratiquer un sport, de se dépasser, de se défouler. Puis ça a fait de boule de neige. On est rendu qu'on est même... on a une soirée qui est ouverte aux adultes. Donc, on a un groupe d'adultes qui viennent s'entraîner à Boxe Témis. On fait de la compétition. On est affilié avec Boxe Témis, avec... la Fédération de boxe olympique du Québec. Et puis, écoute, c'est phénoménal. Ça a pris beaucoup d'ampleur, mais si ça a pris autant d'ampleur, c'est que j'ai su bien m'entourer. Tu sais, l'idée principale venait de moi et de ces 8 jeunes-là. Okay. Par contre, il y a des Sylvain Falardeau, des Matthew McBride qui se sont greffés à moi, puis qui ont poussé fort, mais fort sur la roue pour que la roue prenne cette tournure-là. Si aujourd'hui, on est dans les compétitions, qu'on a un volet de compétition, qu'on fait partie des galas ici et là, on peut dire un gros merci à Matthew McBride qui, lui, a pris ça sous son aile. Tu sais, on a un comité de gestion, un CA qui est formé de membres du Témiscamingue qui tiennent la même valeur à cœur. On veut prévenir un peu la délinquance. Fait que, tu sais, oui, c'est un beau projet. Initialement, ça partait de mon idée. Mais écoute, si aujourd'hui c'est rendu là, c'est grâce à tous ces gens-là. C'est grâce à M. Gagnon qui nous offre un local pour une bouchée de pain. Okay. C'est grâce à des gens qui nous ont fait des dons. On a eu beaucoup de dons qui sont venus des gens de la population. C'est grâce à toute la population, finalement, qui s'est ralliée à ça puis qui ont fait « Hey, oui, ça a de l'allure, on embarque. » Ah, c'est cool, ça. Est-ce que tu peux me parler maintenant, on va revenir à ton travail, à quel point, là, tu m'en parlais quand les caméras ne tournaient pas, à quel point le coût de la vie s'est rendu un facteur dans ton travail, puis à quel point tu le vois dans les rues ou avec les gens ici au Témiscamingue? Écoute, les banques alimentaires, là, ont parti d'un dépannage alimentaire. Puis on est chanceux au Témiscamingue parce qu'on a vraiment... le reste est vraiment une belle organisation qui travaille fort pour avoir des denrées. On a plein de dons qui viennent de partout. Donc, on est chanceux d'avoir quand même des beaux dépannages alimentaires. Par contre, ils rapetissent parce que le nombre de gens monte. Okay. C'est un facteur qui est comme ça un peu partout au Québec, mais malheureusement, on n'a pas le choix de dire à un moment donné, il nous en manque encore. Le prix de la viande a explosé. Dans les dépannages alimentaires, il n'y a presque plus de viande. Les apports de protéines, tout ça, on va les chercher où? Donc, on a vraiment le facteur pauvreté, le facteur augmentation du coût de la vie. Beaucoup de personnes n'ont plus d'auto parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les assurances, les plaques, les réparations et tout ce qui va avec ça. Ça les oblige à avoir des travails, des fois, qui sont moins appropriés pour eux. Ils choisissent un travail qui va être plus près de chez eux parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens de le faire. Du monde qui ne mange pas à leur faim au Témiscamingue, on en a comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Puis souvent, les gens vont avoir un jugement facile en disant « Ouais, mais j'en ai vu un l'autre jour, il était à Poutine. » Puis là, je me dis « Oui, peut-être que cette journée-là, il y avait quelques sous, puis il a décidé de se gâter. »
Puis je ramène toujours les gens à se dire, moi, personnellement, est-ce que tous mes choix financiers sont judicieux ou si j'en ai fait des folies que j'aurais peut-être dû m'abstenir? Quand on vit tellement cette pression-là, des fois, oui, il va y avoir des mauvais investissements de placer, il va y avoir des mauvaises façons de dépenser leur argent, mais en même temps, je me dis, ils ont-tu le droit de se sentir normal un petit peu, de temps en temps? Tu as parlé de perception des gens. J'aimerais ça t'entendre sur le préjugé que tu aimerais peut-être déconstruire aujourd'hui. Oui, ça, là, c'est quelque chose à laquelle je m'affaire depuis 2 ans, puis qui me tient le plus à cœur. Tu sais, moi, quand je suis arrivé comme travailleur de milieu, je le dis à peu près à toutes les fois que je parle avec quelqu'un, quand j'étais assis à mon entrevue d'embauche, Hélène m'a demandé, y a-tu des points où tu te sens moins à l'aise de faire le travail de milieu? Puis je lui ai répondu instinctivement, les personnes à forte dépendance de drogue, les communautés autochtones, je suis pas tant à l'aise tu sais, je trouvais que d'avoir un blanc qui s'immisçait, c'est pas quelque chose qui me rendait à l'aise. Puis l'itinérance. Et aujourd'hui... Tu fais tout ça. Je fais tout ça, puis c'est pas quelque chose qui m'a été imposé, c'est vraiment quelque chose que j'ai choisi, que j'embrasse, puis que ces gens-là, maintenant, j'ai tellement un regard différent. De s'asseoir avec ces gens-là, puis d'apprendre leur histoire, ça change tout. Là, je fais des ateliers dans les écoles, parce que les écoles secondaires nous ont fait des méga cadeaux pour les personnes en situation d'itinérance. Les classes d'économie familiale, puis d'autres classes spécialisées ont fait des repas. Puis puis beaucoup de repas. Là, on parle de 3 congélateurs de repas, là, minimalement. Et puis, en échange, j'allais leur parler de pauvreté, d'itinérance. Essayer de sensibiliser, puis qu'ils voient ces gens-là un petit peu avec mes yeux. Puis souvent, une activité que je faisais avec eux, je disais, on s'en va tous ici de sa ligne, là, puis on va faire une course. Le premier qui va être rendu au bureau du professeur, il remporte la course, c'est le meilleur de la classe. Fait que là, tout le monde, on se reculait là. Mais je disais, aujourd'hui, par exemple, moi, je vais être une personne itinérante. Et je vais prendre une personne que je connais, que je nommerai pas, mais je vais prendre ses réalités et je vais l'incarner aujourd'hui. Donc, avant de commencer la course, tous ceux qui ont eu leurs 2 parents avec eux, ceux qui ont connu leurs 2 parents, faites un pas d'avant. Et là, tout le monde fait un pas d'avant. Tous ceux qui n'ont jamais eu un père en prison, faites un pas d'avant. Ceux qui ne sont pas obligés d'aller manger à la banque alimentaire, faites un pas d'avant. Ceux qui n'ont jamais eu à vivre. Et là, au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, ils se rendaient compte qu'ils étaient rendus à une distance de tout ça du comptoir, mais que moi, j'étais encore là-bas. Et là, je disais, est-ce que c'est encore vrai qu'on a toutes la même chance dans la vie? On part pas de la même place. C'est vraiment le stigma, je trouve, que quand on vient à bout de débloquer, si on vient à bout d'enlever ce stigma-là, on commence à revoir l'être humain plutôt que de voir l'itinérant. Parce que, puis je dis ça souvent, tu sais, moi, si je suis diabétique, quand je vais rentrer à l'hôpital, on va dire « Bonjour Martin » ou « Bonjour M. Desrochers », on ne dira pas « Bonjour le diabétique ». Mais quand on voit un itinérant, on a oublié que c'était un homme, une femme, que c'était quelqu'un qui a une famille, qui a des... On dit l'itinérant. Et ça, ce stigma-là, je trouve qu'on doit l'enlever. Puis d'ailleurs, le jardin, c'est ça que ça l'a enlevé. Les bénévoles qui ont travaillé autour de ces personnes-là sont rendus maintenant amis. Donc souvent, je vais en rencontrer un à l'épicerie avec une de ces personnes-là parce qu'il y avait besoin d'un livre puis qui a appelé cette personne-là. Donc ils se sont créés un réseau qui est hors du réseau communautaire. Ben c'est ça, ils ont vraiment des amis maintenant, ils ont vraiment un cercle d'amis et ça change tout. Ça change la donne. Ça change tout. Martin, est-ce que tu penses qu'une communauté tissée serrée comme le Témiscamingue, ça aide ces situations-là? Ou au contraire, justement, vu que les gens sont tellement habitués de ne pas voir ça, que là, les préjugés sont encore plus forts. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, c'est une méchante bonne question, celle-là. Moi, je crois sincèrement que d'avoir une communauté tissée serrée comme la nôtre, c'est la plus grande richesse du Témiscamingue. Là, tu le sais, Colin, que j'aime pas être assis à donner des entrevues et à parler de ça, mais c'est un mal nécessaire parce que je crois sincèrement, tu sais, hier, j'étais à une rencontre de Centraide où on parlait justement de l'itinérance, où on parlait de la réalité du terrain à des gens qui sont des donateurs pour ça.
Et là, on se disait, mais mon Dieu Seigneur, il y en a plusieurs qui nous disaient, mais on ne savait pas. Donc, il manque de sensibilisation. Il manque de sensibilisation. Donc, tu sais, si on vient à bout de faire comprendre, tu sais, puis je dis souvent à la blague, si les gens voyaient ces personnes-là avec mon regard, avec mes yeux, j'aimerais ça prêter mes yeux à quelqu'un et dire, regarde cette personne-là. Ton expérience, puis ce que tu as vu, toi, dans puis comme elle est belle, comme elle est belle en dedans, comme c'est une personne qui est pleine d'amour, qui est pleine de tendresse, mais qui ne le laisse pas savoir. Il y a une carapace qui se forme. C'est une carapace de survie. Donc, oui, on a de la sensibilisation à faire. Et je crois que quand le Témiscamingue, qui est si serré, va vraiment avoir compris l'enjeu de ce qui se passe, il va en avoir des solutions. Et il y en a déjà des solutions qui sont après se faire. Ça fonctionne pour l'instant à vitesse grand V. On a l'entre-trois, est-ce qu'il va y avoir un centre de jour pour les personnes itinérantes? On a le jardin qui a encore vu le jour cette année, qui va revoir le jour pendant toutes les années qui s'en viennent. D'autres projets comme ça qui s'en viennent? Il y a d'autres projets comme ça qui s'en viennent. Je suis à préparer un documentaire aussi, où les personnes vont parler à visage découvert. Donc, des personnes qui vivent en situation d'itinérance, qui vivent des situations de dépendance aux drogues fortes, qui ont accepté de parler parce que je veux, et c'est quelque chose, je ne sais pas comment on va le présenter, où on va le présenter encore. C'est des détails, là. Mais je veux, encore une fois, qu'on ait un regard différent sur ces gens-là. Et si on a un regard différent, on ne peut plus agir comme on agissait. Je comprends. Tout change. Faire entendre leur message par leur voix. Par leur voix. Que tout le monde puisse comprendre un peu ce qu'ils vivent. Et si on y va bien basic, ils ont quelle voix pour l'instant? On se doit d'être leur voix. Tu sais, les travailleurs de milieu, les intervenants qui travaillent au groupe Image, à l'Entre-Toise, dans tous ces organismes communautaires-là, on doit être leur voix. On doit éduquer notre population en disant, écoute, c'est pas quelque chose à stigmatiser, c'est quelque chose qu'on doit travailler ensemble. On doit prévenir et on doit guérir, en fait. Exactement. Tu sais, le plaster, là, ça va quand c'est un petit bobo. Le bobo est rendu assez grand pour qu'on dise, OK, on fait quoi maintenant? Okay. Martin, en terminant, ce serait quoi ton message pour les Témiscamingues, Témiscaminennes ou pour les personnes en situation plus précaire qui nous regardent présentement? Pour les personnes qui sont en situation plus précaire, moi, je vous dis, donnez la main. Tendez la main, on est là. Il y a quelqu'un qui va répondre présent. Il y a quelqu'un qui va aller vous aider. Puis pour les gens, pour notre belle population témiscamienne, laissez vos cœurs ouverts comme ils le sont. On est généreux, mais de signer des chèques, c'est pas assez. J'aimerais qu'on puisse vous faire comprendre un petit peu l'ampleur du chèque que vous avez signé, l'ampleur du 5 piastres que vous avez donné, l'ampleur. Il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petite façon d'être. Le sourire que vous aurez donné à quelqu'un qui est dans une situation comme ça, le bonjour, comment ça va aujourd'hui, que vous aurez pris le temps de dire à cette personne-là, change toute la dynamique. Merci beaucoup, Martin. Merci, Colin. C'était donc Martin Desrochers qui nous a parlé des personnes en situation d'itinérance et des enjeux qu'on a ici au Témiscamingue et des solutions qu'il peut apporter en tant que travailleur de milieu au Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Face à Face.